La foi est une prison dont les barreaux sont forgés par ceux qui n'ont jamais eu l'intention de vous libérer, mais seulement de vous dépouiller. Le silence dans le grand salon de Claire Arnaud n'était pas un silence de paix. C'était un silence de poussière, de cire et d'attente. Il était exactement 16h42. La pendule comtoise, un héritage en bois de cerisier sombre, marquait chaque seconde avec une régularité de métronome, un clic métallique qui semblait résonner jusque dans les os de Claire. Elle était assise dans son fauteuil Louis XV, les mains croisées sur ses genoux, immobile. Devant elle, sur la table basse en marqueterie, brûlait un bâtonnet d'encens dont la fumée bleue serpentait dans l'air immobile, propageant une odeur écœurante de patchouli et de santal bon marché. Cette odeur ne lui appartenait pas. Elle appartenait à l'intrus. Sa fille, Mathilde, se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos. Elle portait une robe de lin écrue, sans forme, et ses cheveux, autrefois soyeux, étaient désormais tirés en un chignon si serré que la peau de son front semblait prête à craquer. Elle ne regardait pas le jardin. Elle regardait le reflet de sa mère dans la vitre. Silas dit que l'attachement au bien terrestre est une gangrène, maman. Silas dit que chaque euro que tu gardes dans ton coffre-fort est une épine supplémentaire dans le flanc de ta rédemption. La voix de Mathilde était monocorde, dénuée de toute inflexion humaine, comme une bande magnétique tournant en boucle. Elle ne parlait plus sa propre langue. Elle parlait celle de l'éveil de l'aube, ce culte qui s'était infiltré dans sa vie 2 ans auparavant, après son divorce, comme une moisissure s'installe dans une fissure de mur. Claire ne répondit pas. Elle observait une petite tache de thé sur le bord de sa tasse en porcelaine de Sèvres, une imperfection infime. Elle pensait aux 40 années passées à gérer les risques financiers pour les plus grandes banques de la place Vendôme. Elle pensait à la précision des chiffres, à la froideur des bilans. Et elle regardait sa fille, qui était devenue un bilan déficitaire, une perte sèche d'humanité. Mathilde se retourna. Ses yeux étaient un vitreux, fixes, habités par une ferveur qui ressemblait à de la démence. Elle posa un document sur la table, juste à côté de l'encens. Un formulaire de transfert de propriété. La communauté a besoin de fonds pour le nouveau temple dans le Vercors. 450 000 euros, maman. C'est le prix de ton élévation. Silas a eu une vision. Si tu ne donnes pas, ton âme restera prisonnière des cycles inférieurs. Et si tu restes dans l'ombre, je ne pourrai plus t'approcher. Les enfants ne pourront plus t'approcher. Leurs énergies sont trop pures pour être polluées par ton refus. Le chantage était là. Nu, obscène. Un chèque contre le droit de voir ses petits-enfants. Un virement bancaire contre le droit d'être encore une mère. Claire sentit le froid du plancher remonter dans ses chevilles. Elle entendit le craquement d'une latte de bois dans le couloir, un bruit qu'elle connaissait par cœur. C'était la maison qui gémissait sous le poids de cette absurdité. Elle se leva lentement. Ses articulations craquèrent avec un son sec, presque identique à celui de la pendule. Elle se dirigea vers son secrétaire en acajou. Chaque pas était mesuré, lent, sans aucune précipitation. Elle ouvrit le tiroir secret, celui dont le mécanisme émettait un petit clic satisfaisant. Elle en sortit son carnet de chèques et un stylo à plume Montblanc. « Silas veut mon argent, Mathilde » demanda-t-elle. Sa voix était un murmure, un bruissement de papier vieux de plusieurs siècles. « Silas n'en a pas besoin, maman. C'est toi qui as besoin de ne plus l'avoir. » Claire posa le carnet sur le bureau. Elle sentait l'odeur du patchouli qui s'intensifiait, comme si le culte lui-même essayait de l'étouffer. Elle commença à écrire. Le bruit de la plume sur le papier était le seul son audible. Un crissement méthodique. Elle remplit l'ordre, signa de son écriture élégante, ferme sans la moindre hésitation. 450 000 euros. Le montant exact de son assurance vie, le fruit de 30 ans de bonus et de placements judicieux. Elle tendit le chèque à sa fille. Mathilde s'en saisit avec une rapidité de prédateur, ses doigts effleurant la main de Claire. Ils étaient moretés brûlants, fiévreux. « Tu as fait le premier pas vers la lumière, maman. Silas sera satisfait. Je t'enverrai les horaires pour la cérémonie de consécration au domaine. Ne sois pas en retard. L'énergie n'attend pas. » Mathilde sortit de la pièce sans un regard pour les photos de famille qui ornaient les murs. Elle ne vit pas le portrait de son père, décédé 5 ans plus tôt, qui semblait l'observer avec une tristesse de pierre. La porte d'entrée claqua, un son lourd qui fit vibrer les vitres du salon. Claire resta seule. Le silence revint, plus dense, plus étouffant. Elle retourna s'asseoir dans son fauteuil. Elle regarda l'encens qui finissait de se consumer. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle attendit que la pendule marque 17 heures. Elle se leva de nouveau, se dirigea vers son bureau et alluma son ordinateur. L'écran projeta une lumière bleue, froide sur son visage ridé. Ses doigts, autrefois si agiles sur les claviers des salles de marché, commencèrent à taper avec une précision chirurgicale. Elle n'allait pas sur le site de sa banque.
Elle ouvrit une interface cryptée, un vestige de ses années de consultante en cybersécurité financière. « Tu veux mon argent, Silas » murmura-t-elle dans le vide de la pièce. Elle entra le numéro de compte du temple, celui que Mathilde lui avait innocemment fourni pour le virement de la semaine précédente. Elle entra les codes. Elle ne regardait pas le solde. Elle regardait l'architecture du système de gestion du culte. C'était une structure amateur, protégée par des pare-feux rudimentaires, camouflée derrière des sociétés écrans basées aux Seychelles. Une construction de papier, fragile, prête à s'effondrer au moindre souffle. Claire ne retira pas l'argent, pas encore. Elle fit quelque chose de beaucoup plus insidieux. Elle installa un traceur passif, un petit programme silencieux qui allait enregistrer chaque transaction, chaque mouvement de fonds, chaque achat effectué par Silas et ses lieutenants. Elle allait observer la circulation de sa propre fortune, seconde après seconde, comme on observe le sang couler dans une veine. Elle savait que cet argent allait servir à payer les dettes de jeu de Silas, à entretenir ses propriétés cachées en Suisse et à financer le train de vie luxueux de ses maîtresses. Mathilde pensait sauver l'âme de sa mère. Claire, elle, savait qu'elle venait d'acheter le droit d'étudier son ennemi de l'intérieur. Le plan était déjà là, gravé dans son esprit avec la clarté d'un tableau Excel. La première phase était le sacrifice. La seconde serait l'infiltration. La troisième serait l'annihilation. Elle ferma son ordinateur. Elle se rendit dans la cuisine, se servit un verre d'eau plate. Elle observa le reflet des arbres dans la vitre. Dehors, l'automne s'installait. Les feuilles tombaient, pourrissaient sur le sol pour devenir l'humus des récoltes futures. « L'argent est un serviteur infatigable, Silas, dit-elle tout bas, mais il finit toujours par trahir ceux qui ne le respectent pas. » Elle monta se coucher à 21h précises. Elle dormit d'un sommeil sans rêve, profond, le sommeil des généraux avant la bataille. Dans son salon, l'odeur de patchouli avait disparu, remplacée par la fraîcheur de la nuit qui s'insinuait par les jointures des vieilles fenêtres. Le piège était posé. Il ne restait plus qu'à attendre que le gourou s'y installe. Le chèque de 450 000 € fut encaissé le lendemain à 9h03. À 9h04, Claire Arnaud recevait une notification sur son téléphone. Le compte du temple était désormais sous sa surveillance totale. La partie commençait. Le froid. C'était la première chose que Claire ressentit lorsqu'elle franchit le seuil de la résidence de la lumière, une ancienne ferme fortifiée perdue dans les replis du Vercors. L'air y était saturé d'humidité et d'une odeur persistante de moisissure camouflée par un encens de mauvaise qualité. Il était 11h du matin. Mathilde marchait devant elle, son pas rapide et saccadé faisant craquer le sol en terre battue du vestibule. Elle ne s'était pas retournée une seule fois pour aider sa mère à porter son unique valise. « Silas a décidé que ton processus de purification devait commencer immédiatement, maman. La maison de Lyon est déjà en vente. Tes meubles ont été donnés aux nécessiteux de la communauté. Tu n'as plus besoin de ce poids mort pour ton ascension. » Claire observa les murs de pierre brute. Elle sentit le frottement de sa laine contre sa peau, un dernier vestige de son confort passé. Elle ne dit rien. Elle enregistrait chaque détail. L'absence de chauffage, la caméra de surveillance nichée dans l'angle du plafond, le visage émacié des autres disciples, qui nettoyaient torse et les sols à genoux. Le véritable choc survint lorsqu'elles atteignirent le fond du couloir du rez-de-chaussée. Mathilde ouvrit une porte en bois massif, dont les charnières gémirent comme un animal blessé. La pièce n'était pas une chambre. C'était un ancien cellier, sans fenêtre, dont la seule lumière provenait d'une ampoule nue suspendue à un fil électrique dénudé. Un lit de camp, une chaise en plastique et une bassine d'eau froide constituaient tout le mobilier. « C'est ici » murmura Claire. Sa voix était calme, mais elle résonnait contre les murs humides. « C'est ta cellule de grâce » répondit Mathilde. Silas dit que le luxe a corrompu ton jugement. Pour voir tes petits-enfants, tu dois d'abord prouver que tu es capable de vivre dans la nudité de l'esprit. Tu resteras ici. Tu travailleras aux cuisines 16 heures par jour. Pas de téléphone, pas de contact extérieur. C'est le prix de ta rédemption. Le déclic de la serrure fut le son qui marqua la fin de la vie de Claire en tant que citoyenne libre. Mathilde l'avait enfermée. Sa propre fille l'avait jetée dans un trou à rats pour satisfaire les exigences d'un prédateur. Mais le moment de la rupture définitive, le véritable couteau dans le dos, eut lieu 2 heures plus tard. Silas entra dans la cellule. Il était vêtu d'une robe de soie blanche qui contrastait violemment avec la crasse du lieu. Il ne sentait pas le patchouli, mais un parfum de luxe, un oud boisé dont Claire reconnut immédiatement le prix. 400 € le flacon. Il s'assit sur la chaise en plastique, l'air empreint d'une bienveillance obscène. « Votre fille est très dévouée, Claire. Elle m'a remis vos codes d'accès bancaire secondaires.
Elle pensait bien faire pour vous aider à ne plus être tentée. Malheureusement, elle a aussi signé un document attestant que vous souffrez de troubles cognitifs liés à l'âge. Cela nous permet de gérer vos soins de manière plus autoritaire. Il posa sur ses genoux un dossier médical falsifié, signé par un médecin complice de la secte. Claire comprit instantanément la portée de la manœuvre. Il ne voulait là pas seulement son argent, il voulait Daka sa mort civile. En la déclarant mentalement instable et en l'enfermant ici, il s'assurait qu'elle ne pourrait jamais porter plainte, jamais témoigner. Elle était devenue une ombre, une non-personne. « Ma fille, elle a signé ça » demanda Claire. « Avec joie, répondit Silas. Elle croit qu'elle sauve votre âme. Moi, je sais simplement que j'achète mon nouveau yacht avec votre portefeuille d'actions. » Il sortit, laissant Claire dans l'obscurité. Le silence retomba, troublé seulement par le goutte-à-goutte d'une canalisation fuyante quelque part dans le mur. Claire s'assit sur le lit de camp. Le matelas sentait la paille pourrie. Ses mains, autrefois habituées à manipuler des millions d'euros sur des terminaux Bloomberg, étant maintenant tachées par la poussière du sol. Elle ferma les yeux. Elle ne ressentait pas de peur. Elle ressentait une clarté absolue. C'était le moment qu'elle attendait. En la jetant dans ce cellier, Silas et Mathilde venaient de lui offrir la seule chose qu'il ne pouvait trop pas contrôler, l'isolement total nécessaire pour sa propre opération de sabotage. Sous la semelle de sa chaussure gauche, dissimulée dans une cavité qu'elle avait elle-même creusée avant son départ, se trouvait un micro-transmetteur satellite de la taille d'un ongle. Elle le récupéra. L'appareil ne servait pas à appeler la police. Pas encore. Il servait à activer les scripts qu'elle avait injectés dans le système de Silas. Chaque minute passée dans cette cellule était une minute où Silas se croyait en sécurité. Chaque heure de travail aux cuisines, appeler des légumes avec des mains gelées, était une heure où Claire observait les routines de garde, les failles du réseau Wi-Fi local et les flux de livraison du domaine. Elle regarda l'ampoule nue. Elle se souvint du visage de Mathilde, déformé par le fanatisme, lorsqu'elle avait tourné la clé. Sa fille avait vendu sa mère pour une promesse de paradis. Elle recevrait en échange un enfer pavé de factures et de condamnations pénales. Claire commença à gratter le mur avec un petit morceau de métal qu'elle avait ramassé par terre. Elle ne gravait pas des jours. Elle gravait des lignes de code. Dans son esprit, le domaine n'était déjà plus une forteresse de pierre. C'était une structure de données dont elle possédait désormais les clés de chiffrement. Le froid ne la dérangeait plus. Elle était devenue une machine de guerre, froide, inflexible, patiente. La résidence de la lumière allait bientôt porter son nom de manière très ironique, car Claire s'apprêtait à y mettre le feu, métaphoriquement, puis juridiquement. Elle passa sa première nuit sans dormir, écoutant le bruit des pas des gardes dans le couloir. À chaque craquement de plancher, elle ajustait son plan. À chaque cri lointain d'un autre adepte brisé, elle renforçait sa détermination. Silas croyait avoir enfermé une vieille femme riche. Il avait enfermé le virus qui allait détruire son système de l'intérieur. Le lendemain matin, à 5 heures, la porte s'ouvrit. Une adepte lui jeta un seau d'eau tiède pour qu'elle se lave. « Au travail numéro 42, dit la femme. Claire se leva, elle sourit. C'était un sourire que Silas aurait dû craindre par-dessus tout. Le jeu n'était plus financier. Il était devenu personnel. Et dans ce domaine, Claire n'avait jamais perdu une seule partie. Принято. Мы переходим к части 3, развитие «но/поэтому». В этой главе тишина становится оружием. Клэр, находясь в самом сердце секты, начинает методично разрушать финансовый фундамент империи Силоса. Пока Матильда считает, что ее мать окончательно сломлена, в цифровом мире начинают детонировать первые мины. Épisode 3. L'infiltration virale. Le silence dans les cuisines du domaine à 4 heures du matin était lourd, saturé par la vapeur des immenses marmites où bouillait un brouet insipide. Claire Arnaud, les mains rougies par l'eau glacée et le sel, frottait les cuves en inox avec une régularité mécanique. Elle était devenue une ombre parmi les ombres, le numéro 42. Mathilde passait parfois, l'observant avec une pitié méprisante, persuadée que le travail manuel et l'isolement avaient enfin dompté l'esprit analytique de sa mère. Elle ne voyait pas que derrière le regard éteint de Claire, une architecture de destruction se mettait en place, brique par brique, transaction par transaction. Mais si le corps de Claire était prisonnier de ces murs de pierre, son esprit parcourait les réseaux câblés du domaine. Le soir, lorsqu'elle était enfermée dans sa cellule humide, elle utilisait le transmetteur satellite pour se connecter au serveur central de Silas. Elle avait découvert que le gourou, dans son arrogance, utilisait un réseau local mal sécurisé pour gérer ses comptes secrets.
Le premier coup fut porté un mardi, à l'heure exacte où Silas tenait sa conférence matinale sur le renoncement aux biens terrestres, tandis qu'il pérorait devant une foule d'adeptes hypnotisés, Claire, tapotant sur son minuscule écran, activait le script Saint Matthieu. Ce programme n'était pas un simple virus, c'était un algorithme de redirection de flux. Soudain, à des milliers de kilomètres de là, sur les comptes de Silas, aux îles Caïmans, les chiffres commencèrent à s'agiter. Ce n'était pas une disparition brutale qui aurait donné l'alerte, c'était une érosion. Chaque minute, quelques centaines d'euros quittaient les comptes de la secte pour être reversés, anonymement, à des associations de lutte contre les dérives sectaires et à des avocats spécialisés dans les droits de l'homme. Par conséquent, lorsque Silas voulut finaliser l'achat de son nouveau yacht à Monaco l'après-midi même, sa carte de crédit de prestige fut rejetée. Un incident mineur, pensa-t-il d'abord. Mais 1 heure plus tard, son gestionnaire de fortune à Genève l'appelait, la voix tremblante, pour l'informer que le fisc français venait de lancer une alerte rouge sur l'ensemble de ses sociétés écrans. Une fuite de données massive venait d'envoyer l'intégralité de sa comptabilité occulte sur les serveurs de la brigade financière. Au domaine, l'atmosphère changea radicalement. Les gardes devinrent nerveux. Mathilde, chargée de la communication du temple, passait ses journées à essayer d'éteindre des incendies numériques. Des témoignages d'anciens adeptes, des preuves de détournement de fonds et des photos compromettantes de Silas, en train de mener une vie de luxe, commençaient à saturer les réseaux sociaux. Claire, elle, continuait de peler ses pommes de terre. Elle observait Mathilde courir dans les couloirs, le visage déformé par l'angoisse. Sa fille ne comprenait pas comment une organisation aussi protégée pouvait s'effondrer si vite. Elle ne soupçonnait pas que la source de ce chaos dormait à quelques mètres d'elle, sur un lit de camp infesté de puces. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Mathilde un soir, entrant brusquement dans la cellule. Elle tenait une tablette affichant les pertes financières de la journée. « Tu as parlé à quelqu'un ? Tu as un téléphone caché ?» Claire leva les yeux. Elle laissa une larme, une seule, couler sur sa joue flétrie. Elle jouait la comédie de la sénilité avec une perfection effrayante. « Je ne sais pas de quoi tu parles, ma chérie. Silas a dit que l'argent est une illusion. Peut-être que ton argent s'est simplement évaporé parce que ta foi n'est pas assez forte. Peut-être que le temple te rejette. » Mathilde recula comme si elle avait été frappée. Le doute, ce poison lent, commençait à s'insinuer en elle. Elle voyait Silas hurler sur ses lieutenants, perdre son sang-froid, devenir ce qu'il était vraiment, un petit escroc aux abois. Elle voyait la lumière se ternir. Cependant, Silas, acculé, décida de doubler la mise. Persuadé qu'il y avait une taupe parmi ses proches, il ordonna 2 séances de purification collective. Tous les adeptes furent réunis dans la grande salle, sous les projecteurs crus. Ils cherchaient un coupable, un visage qui tremblerait. « Quelqu'un ici trahit l'aube, hurlait-il, la bave aux lèvres. Quelqu'un vide nos coffres pour servir le diable. » Claire se tenait au premier rang, les mains jointes, la tête baissée. Elle sentait le poids du transmetteur dans sa chaussure. Elle savait que Silas ne trouverait rien. Il cherchait un traître humain alors qu'il était combattu par un fantôme mathématique. Le soir même, Claire franchit une nouvelle étape. Elle utilisa les codes de Mathilde, qu'elle avait interceptés par keylogging, pour envoyer un message officiel à tous les donateurs de la secte. Le message, signé du nom de sa fille, avouait l'escroquerie et demandait aux membres de cesser tout virement, immédiatement. L'effet fut dévastateur. En une nuit, l'éveil de l'aube perdit 80% de ses revenus récurrents. Le système financier de la secte entra en état de choc circulatoire. Les fournisseurs de nourriture et de carburant, n'étant plus payés, cessèrent leur livraison. Le domaine commença à manquer de tout. Le froid s'installa pour de bon dans les dortoirs. Mathilde était au bord de la rupture nerveuse. Elle voyait son monde s'écrouler, et avec lui, sa certitude d'être une élue. Elle commença à regarder sa mère non plus comme une vieille femme à sauver, mais comme un témoin silencieux de son propre désastre. Claire, de son côté, savourait chaque minute de ce chaos. Elle n'avait pas seulement coupé les fonds. Elle avait retourné l'arme de Silas contre lui-même. Le gourou, privé de ses ressources, commençait à se comporter de manière de plus en plus erratique, ordonnant des punitions absurdes et s'enfermant dans sa paranoïa. La résidence de la lumière sombrait dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, Claire Arnaud était la seule à voir clair. Elle savait que la prochaine étape ne serait pas financière. Elle serait physique. Silas, dans son désespoir, allait chercher un bouc émissaire pour justifier son échec. Et elle savait qu'il choisirait la proie qui semblait la plus faible. Elle se prépara pour la suite. Elle avait déjà contacté, via ses protocoles sécurisés, une équipe d'intervention judiciaire qui attendait le signal final.
Mais avant de laisser la police entrer, elle voulait que Mathilde ressente chaque étape de la chute. Elle voulait que sa fille comprenne que l'on ne vend pas sa mère sans en payer le prix fort. Le silence des cuisines n'était plus interrompu que par le bruit des sanglots étouffés des autres adeptes. Claire, elle, ne pleurait pas. Elle attendait le moment où Silas poserait la main sur elle pour la dernière fois. Ce serait l'étincelle qui ferait sauter tout le domaine. L'air du domaine n'était plus seulement froid, il était chargé d'une électricité malsaine, celle des fins de règne qui s'achèvent dans le sang. Le rationnement avait commencé. Les adeptes affamés et terrorisés par les crises de rage de Silas erraient comme des spectres dans les couloirs de pierre. Il était 22h14 quand la porte de la cellule de Claire vola en éclats. 2 gardes, des hommes dont les visages n'étaient plus que des masques de fanatisme et de privation, la saisirent par les bras. Le maître t'appelle, numéro 42. L'heure de la grande purification a sonné. Claire ne résista pas. Elle laissa ses pieds que traînaient sur le sol gelé, feignant une faiblesse qu'elle ne ressentait pas. Elle fut traînée jusqu'à la chapelle, une ancienne grange réaménagée en temple de pacotille, où Silas l'attendait. Il n'était plus en soie blanche. Il portait une robe rouge sombre, et ses yeux, autrefois charmeurs, étaient injectés de sang. À ses côtés, Mathilde tremblait, son visage livide éclairé par la lueur vacillante des cierges. « Regarde-la, Mathilde !» hurla Silas en désignant Claire. « Regarde celle qui a apporté la malédiction sur notre œuvre. Depuis qu'elle est entrée ici, nos comptes se vident, la police nous harcèle et nos frères nous abandonnent. Elle n'est pas une fidèle, elle est un démon envoyé pour tester ma sainteté. » Mathilde fit un pas en avant, ses mains serrées sur son chapelet de bois. Sa voix n'était plus qu'un souffle brisé. « Silas, elle n'a rien fait. Elle laisse rester enfermée. Elle travaille aux cuisines. Comment pourrait-elle... »« Tais-toi » rugit le gourou. Son énergie noire suffit à corrompre les réseaux du monde. Elle a caché sa malfaisance derrière son âge. Mais ce soir, nous allons extraire la vérité. Par le fer et par le feu. Silas fit signe aux gardes de l'attacher à une chaise en fer scellée au centre de l'estrade. Claire sentit le métal glacé contre ses poignets. Elle observait Silas. Elle voyait l'homme derrière le prophète. Un escroc paniqué, un prédateur qui sentait le souffle du fisc et de la justice sur sa nuque. Il avait besoin d'un coupable pour garder le contrôle sur les derniers d'infidèles qui ne s'étaient pas encore enfuis. « Mathilde » ordonna Silas en lui tendant une lame de cérémonie émoussée, mais efficace. « Prouve ta dévotion. Marque cette femme du signe de l'aube. Purifie le sang qui t'a porté. Si tu refuses, tu seras banni avec elle dans les ténèbres extérieures. Tu ne reverras jamais tes enfants. Ils appartiennent au temple désormais. » C'était le moment de bascule. Le chantage émotionnel atteignait son paroxysme. Claire releva la tête. Pour la première fois depuis des mois, elle fixa Mathilde avec une intensité insoutenable. Elle ne jouait plus la comédie. « Regarde-moi, Mathilde, » dit Claire. Sa voix était calme, posée, une lame de glace au milieu de la fournaise de Silas. « Regarde ce qu'il te demande de faire. Est-ce là la lumière que tu cherchais? Est-ce là l'amour qu'il t'a promis ?»« Tais-toi, démon !» cria Silas en giflant Claire au visage. Le coup fut violent. Le sang perla au coin de la bouche de Claire. Mais elle ne scia pas. Sous sa manche, le petit transmetteur satellite, activé par un mouvement spécifique de son poignet, commençait à émettre un signal d'urgence codé. Ce n'était plus un script financier. C'était un balisage GPS direct pour les unités d'élite de la gendarmerie qui attendaient dans la vallée. Mais Claire avait besoin de plus. Elle avait besoin que Mathilde choisisse. Elle avait besoin que le crime soit consommé devant les caméras de surveillance qu'elle avait elle-même détournées pour enregistrer cette scène en direct sur un serveur sécurisé du ministère de l'Intérieur. « Mathilde, fais-le » reprit Claire presque avec tendresse. « Frappe ta mère. Montre-lui que tu as totalement renoncé à ton humanité pour cet homme qui utilise ton argent pour payer ses avocats et ses fuites futures. Car sache une chose, Silas a déjà préparé son départ. Son jet privé l'attend à l'aérodrome de Grenoble pour demain matin. Il part seul, sans toi. Sans tes enfants. » Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris de Silas. Le gourou se figea. Comment pouvait-elle savoir? Son regard trahit sa surprise, une fraction de seconde de vérité qui n'échappa pas à Mathilde. « Est-ce vrai ?» demanda Mathilde, la lame tremblant dans sa main. « Silas, tu nous abandonnes ?» Elle ment. C'est une manipulation du malin. Frappe-la. Mais le doute était devenu une certitude. Mathilde regarda le visage ensanglanté de sa mère, puis le visage haineux de l'homme qu'elle vénérait. Elle vit la supercherie, elle vit la laideur du culte, elle vit la cellule humide où elle avait jeté celle qu'il avait toujours aimée. « Non » murmura Mathilde. Elle lâcha le couteau. Le bruit du métal sur la pierre résonna comme un glas. « Infidèle, traîtresse » hurla Silas en se précipitant sur Mathilde.
Il la saisit par les cheveux, levant sa main pour la frapper. C'est à cet instant précis que le plafond de la grange sembla exploser. Des grenades assourdissantes saturèrent dans l'espace de lumière blanche et de bruits fracassants. Les vitres volèrent en éclats sous l'impact des câbles de rappel. En moins de 10 secondes, la chapelle fut envahie par des hommes en noir, lourdement armés. Silas fut plaqué au sol, son visage de prophète écrasé contre la poussière. Mathilde, prostrée, hurlait de terreur. Claire, toujours attachée à sa chaise, regardait la scène avec une froideur olympienne. Elle vit un officier s'approcher d'elle pour trancher ses liens. « Madame Arnaud, vous allez bien ?»« Je vais parfaitement bien, lieutenant, » répondit-elle en s'essuyant le sang d'un revers de main. « Tout est enregistré. Les dossiers financiers, la tentative de meurtre, la séquestration. Vous avez tout ce qu'il faut pour fermer cet endroit définitivement. » Elle se leva lentement. Ses jambes étaient engourdies, mais sa volonté était intacte. Elle marcha vers Silas, qui gémissait sous le genou d'un gendarme. Elle se pencha vers lui, son parfum de oud se mêlant maintenant à l'odeur de la poudre et de la peur. « Tu as commis une erreur classique, Silas. Tu as cru que l'isolement affaiblissait l'esprit. Tu as oublié qu'il permet surtout de se concentrer sur une seule cible. Mon âme n'a jamais été à vendre. Mais la tienne va coûter très cher à l'État pendant les 20 prochaines années. » Elle se tourna ensuite vers Mathilde, qui rampait vers elle en pleurs. Sa fille essayait de lui saisir les mains, implorant un pardon que Claire n'était pas encore prête à donner. « Ne me touche pas, Mathilde. Pas encore. La purification que tu voulais pour moi, c'est toi qui vas la traverser maintenant. Devant les juges, devant tes enfants, devant la réalité de ce que tu as fait. » Claire sortit de la chapelle, marchant au milieu des débris et des adeptes hébétés. Dehors, les gyrophares déchiraient la nuit du Vercors. Le domaine de la lumière était enfin exposé à la clarté crue de la vérité. Et pour Claire Arnaud, ce n'était pas la fin. C'était le début du grand inventaire, celui où elle allait réclamer chaque centime, chaque minute et chaque lambeau de dignité qu'on avait tenté de lui voler. Принято. Мы переходим к части 5, эффект ДНА / All is Lost. В этой главе иллюзии окончательно рассыпаются в прах. Матильда оказывается в положении, которое она готовила для матери. Изоляция, нищета и полное отсутствие контроля. Это момент абсолютной тишины и осознания того, что ее спасение было лишь формой социального самоубийства. Épisode 5, le vide des idoles. Le silence de la cellule de garde à vue était différent de celui du domaine. Il n'était pas chargé de mysticisme ou de peur, mais d'une neutralité administrative glaciale. Mathilde était assise sur le banc de pierre, les bras enserrant son corps amaigri. La robe de lin écrue, autrefois symbole de sa pureté spirituelle, n'était plus qu'un vêtement sale, froissé et imprégné de l'odeur de la défaite. Il était 3 heures du matin. Sous la lumière crue des néons qui grésillaient au plafond, sa peau paraissait grise, presque translucide. Elle avait tout perdu en l'espace de quelques heures. Ses enfants lui avaient été retirés par les services sociaux dès l'assaut du domaine. Son appartement de Lyon, qu'elle avait mis en vente sur les ordres de Silas, était sous séquestre judiciaire. Ses comptes bancaires étaient en vide, siphonnés par les transferts incessants vers les sociétés écrans du gourou. Mais le plus douloureux n'était pas la perte matérielle, c'était le vide béant à l'endroit où se trouvait autrefois sa certitude. L'avocat commis d'office, un homme fatigué qui sentait le café froid, venait de lui exposer la situation. Elle n'était pas considérée comme une victime. Elle était poursuivie pour abus de faiblesse, séquestration et complicité d'extorsion de fonds sur la personne de sa propre mère. « Vous ne comprenez pas, murmurait-elle, sa voix n'étant plus qu'un craquement sec. Je voulais la sauver. Je croyais sincèrement... » « Ce que vous croyez n'intéresse pas le juge, » avait répondu l'avocat sans la regarder. « Ce qui l'intéresse, c'est que vous avez signé des documents attestant de la démence de votre mère pour la dépouiller. C'est que vous avez aidé un homme à l'enfermer dans un cellier. Votre mère a fourni aux enquêteurs l'intégralité des enregistrements. Elle a tout prévu, Mathilde. Chaque mot que vous avez dit, chaque geste que vous avez fait, est désormais une preuve contre vous. » Le choc de cette révélation fut le véritable fond du gouffre. Mathilde comprit enfin que pendant qu'elle pensait manipuler sa mère avec la psychologie de Silas, sa mère l'étudiait avec la précision d'une analyste financière. Elle n'avait jamais été le maître du jeu. Elle n'avait été qu'une variable dans une équation de vengeance. 2 jours plus tard, Mathilde fut libérée sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Elle n'avait nulle part où aller. Elle se retrouva sur le trottoir, devant le palais de justice, avec un sac plastique contenant ses effets personnels. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent, pas de clé. Elle marcha pendant des heures dans les rues de Grenoble, sous une pluie fine qui transperçait sa robe légère. Elle finit par s'asseoir sur un banc, près d'une gare, observant les gens qui rentraient chez eux. Elle était devenue ce qu'elle craignait le plus,
une exclue, une paria. Elle finit par trouver le courage d'appeler sa mère depuis une cabine publique, utilisant les quelques pièces qu'un passant lui avait données par pitié. Le téléphone sonna longtemps. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis la voix de Claire Arnaud résonna, calme, imperturbable. « Allô ? Maman, c'est moi, je t'en supplie. Je n'ai nulle part où aller. Ils ont tout pris. Les enfants me manquent. Je meurs de froid. » Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les sentences. Mathilde entendit le bruit d'une tasse posée sur une soucoupe, le craquement d'un feu de cheminée. Sa mère était chez elle, dans le confort qu'elle avait tenté de lui voler. « Maman, parle-moi. Je te demande pardon. Silas m'a lavé le cerveau. Je ne savais plus ce que je faisais. » « Tu savais très bien ce que tu faisais, Mathilde, » répondit enfin Claire. Sa voix était d'une neutralité terrifiante. « Tu savais que le matelas du cellier était trempé. Tu savais que je n'avais pas mangé depuis 2 jours quand tu m'as demandé de signer les titres de propriété. Tu ne voulais pas sauver mon âme. Tu voulais tuer la femme que j'étais pour ne plus avoir à te sentir inférieur à elle. C'est faux, je t'aime. L'amour ne signe pas des certificats d'internement, Mathilde. L'amour ne regarde pas sa mère se faire gifler par un escroc en restant immobile. Tu as fait ton choix. Tu as choisi la lumière de Silas. Eh bien, profite de sa clarté maintenant qu'il est en cellule de haute sécurité. S'il te plaît, laisse-moi juste dormir dans le garage, juste une nuit. Non, mon garage est plein de tes anciens meubles, ceux que tu as essayé de vendre. Je les ai tous rachetés. Ils sont là, sous plastique, comme des cadavres d'une vie que tu as méprisée. Tu voulais le renoncement au bien terrestre ? Tu l'as obtenu. Tu es libre, Mathilde. Libre de tout, y compris de ma pitié. Claire raccrocha. Mathilde resta le combiné à la main, écoutant la tonalité de fin de ligne qui ressemblait à un cri strident et continu. Elle s'effondra sur le sol de la cabine, ses larmes se mélangeant à la saleté du sol. Elle comprit qu'elle ne reverrait jamais ses enfants, car sa mère avait déjà entamé les procédures pour obtenir leur garde exclusive, arguant de l'instabilité psychologique et de l'appartenance de Mathilde à une organisation criminelle. Elle était au point zéro. Elle n'avait plus d'identité, plus de famille, plus d'avenir. Silas était tombé, mais il l'avait entraîné avec lui dans les profondeurs. Elle se souvint des paroles du gourou. La fin du monde est proche. Pour elle, le monde s'était effectivement arrêté. Non pas dans une apocalypse de feu, mais dans l'indifférence glacée d'une mère qui avait décidé que sa fille n'était plus qu'une étrangère. Elle passa la nuit dans un foyer pour sans-abri, entourée de l'odeur de la soupe populaire et du désespoir. Elle regardait ses mains, autrefois soignées, maintenant abîmées par le travail forcé au domaine. Elle réalisa que la purification avait enfin eu lieu. Elle était purement, totalement seule. Pendant ce temps, dans son bureau, Claire Arnaud déclassait les derniers rapports de ses avocats. Elle avait récupéré chaque centime de sa fortune, augmenté des dommages et intérêts saisis sur le patrimoine caché de Silas. Elle regarda une photo de Mathilde, prise 10 ans plus tôt. Sans un battement de cils, elle prit une paire de ciseaux et découpa le visage de sa fille. Elle ne garda que le paysage en arrière-plan. Le châtiment n'était pas la prison. Le châtiment était l'effacement. Mathilde n'était plus un membre de la famille Arnaud. Elle n'était plus qu'un dossier classé X dans les archives de la justice française. Le vide était total. Le fond n'était pas une fin. C'était le début d'une longue errance dans le silence. Le procès de l'affaire de l'éveil de l'aube ne fut pas le spectacle médiatique que Silas avait espéré pour sa dernière tribune. Ce fut une exécution bureaucratique, lente et méthodique. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Grenoble était plongée dans une pénombre grise, typique des après-midi d'hiver où le ciel semble peser sur les consciences. Silas, dépouillé de ses soies et de son aura de prophète, n'était plus qu'un homme chauve et voûté, dont la peau flasque trahissait les années de luxure dissimulée. Il fut condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour escroquerie en bande organisée, séquestration avec acte de barbarie et blanchiment de capitaux. Il ne scia pas. Il était déjà mort socialement. Mathilde, quant à elle, écopa de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. La juge fut clémente sur la durée, mais impitoyable sur les conséquences. Une interdiction définitive d'exercer l'autorité parentale et une obligation de soins psychiatriques. Lorsqu'elle entendit le verdict, Mathilde ne pleura pas. Elle regarda ses mains vides. Elle n'était plus une élue. Elle n'était plus une mère. Elle était une condamnée. Claire Arnaud n'assista pas au prononcé du jugement. Elle n'avait plus besoin de voir ses visages. 3 ans plus tard, la propriété de Claire, située sur les hauteurs de Lyon, avait retrouvé sa splendeur d'antan. Le jardin était entretenu avec une précision millimétrée, chaque buis taillé, chaque allée de gravier blanc ratissée avec soin. Il était 17 heures. L'air était frais, chargé de l'odeur de la terre humide et des premières jonquilles.
Claire était assise sur la terrasse en pierre, enveloppée dans un châle de cachemire gris-perle. Devant elle, ses deux petits-enfants, Lucas et Sarah, jouaient aux échecs sur une table basse. Le silence n'était interrompu que par le bruit sec des pièces de bois sur le plateau et le chant lointain d'un merle. Les enfants vivaient ici désormais. Claire avait obtenu leur garde exclusive. Ils étaient impolis, calmes, d'une sagesse presque prématurée. Ils ne demandaient en jamais après leur mère. Pour eux, Mathilde était devenue une ombre lointaine, une figure floue d'un passé qu'ils avaient appris à oublier sous la tutelle protectrice et rigoureuse de leur grand-mère. Un majordome s'approcha silencieusement de Claire et déposa un plateau d'argent. Sur le plateau se trouvait une lettre. Une enveloppe bon marché, frappée du cachet de l'administration pénitentiaire. Claire la prit entre ses doigts longs et fins. Elle l'ouvrit avec un coupe-papier en argent. C'était une lettre de Mathilde. La 100e peut-être. Des mots griffonnés sur du papier de mauvaise qualité, une écriture tremblante qui implorait une visite, une photo, un signe de vie. Mathilde écrivait qu'elle était purifiée, désormais, que le vide de la prison lui avait fait comprendre la valeur de la famille. Elle demandait pardon, elle demandait une seconde chance. Claire lut la lettre jusqu'au bout, le visage de marbre. Elle ne ressentait aucune colère. Elle ne ressentait aucune joie. Elle ressentait la satisfaction froide d'un comptable devant un bilan équilibré. Elle plia la lettre avec soin, puis la déchira en 4 morceaux égaux. Elle les déposa dans une petite coupelle en céramique et y approcha la flamme de son briquet. Elle regarda le papier noircir, se recroqueviller et disparaître en une fumée grise qui s'évanouit rapidement dans le ciel crépusculaire. « Grand-mère » demanda Sarah sans quitter le plateau de jeu des yeux. « C'était quoi ?»« Rien d'important, ma chérie, » répondit Claire d'une voix douce mais ferme. « Juste une vieille créance que j'ai fini d'annuler. C'est à toi de jouer. Concentre-toi sur ton cavalier. » La vengeance de Claire Arnaud n'était pas un acte de violence. C'était un acte d'effacement. Elle avait utilisé sa fortune et son intelligence pour racheter le passé et verrouiller l'avenir. Silas pourrissait en cellule, oublié de tous. Mathilde existait encore, physiquement, mais elle avait été bannie de la lignée. Elle était une étrangère vivante, une fantôme condamnée à observer de loin la vie qu'elle avait trahie. Claire regarda ses petits-enfants. Elle voyait en eux le résultat de son investissement le plus précieux. Elle leur apprenait la valeur de l'argent, la puissance de la discrétion et la nécessité de la méfiance. Elle forgeait en eux des héritiers capables de protéger l'empire qu'elle avait sauvé des flammes du fanatisme. Le soleil disparut derrière les collines, jetant de longues ombres sur la pelouse. Claire se leva. Ses mouvements étaient en fluide, dépourvus de toute hésitation. Elle entra dans la maison suivie des enfants. Elle verrouilla la porte-fenêtre derrière elle. Le clic de la serrure fut définitif. La résidence de la lumière n'était plus qu'un souvenir toxique, un dossier classé dans les archives départementales. Silas avait voulu son âme. Mathilde avait voulu son argent. Claire avait gardé les deux, et elle y avait ajouté le contrôle absolu sur la génération suivante. Le silence dans la maison était désormais celui de l'ordre restauré. La vieille femme s'assit à son piano et joua quelques notes d'une sonate de Bach, une musique mathématique pure, où chaque note est à sa place, où aucune erreur n'est permise. Dans la pénombre du salon, le portrait de Claire semblait observer la pièce avec une autorité éternelle. Elle avait payé le prix fort, elle avait traversé la boue et le froid du cellier, mais elle était sortie de l'épreuve avec une puissance nouvelle. Elle n'était plus seulement une mère ou une grand-mère, elle était l'architecte d'un monde où le pardon n'existait pas, car le pardon est une faille dans le système. Et Claire Arnaud ne supportait pas les failles. L'histoire se terminait là, dans cette demeure close, au milieu des richesses retrouvées et des cœurs blindés. Le voyage vers la lumière était terminé. C'était une lumière artificielle, électrique, qui éclairait des visages qui ne pleureraient plus jamais.